Si jusqu'au XIXe siècle, les rythmes individuels, familiaux et sociaux étaient encore plus ou moins liés à l'alternance du jour et de la nuit, les évolutions sociopolitiques comme les avancées industrielles et technologiques ont progressivement bouleversé les conceptions et le rapport général au sommeil. De cette évolution est née la chronobiologie, une science contemporaine précieuse pour étudier les raisons, les moyens et les conséquences de la colonisation des nuits par l'humain. On peut ici faire référence à l'ensemble des travaux de Claude Gonfier, chronobiologiste et neurobiologiste, qui depuis 2003 met en évidence l'articulation entre la baisse progressive du temps de sommeil, l'augmentation de la prévalence des troubles du sommeil et les transformations des rythmes individuels, des rythmies individuelles et groupales, que ce soit par des facteurs endogènes ou exogènes. Or, malgré ces mutations dans les rythmes, le sommeil reste un besoin fondamental pour le bon fonctionnement de l'organisme et de la vie psychique, besoin fondamental devant être respecté au niveau du temps et de sa qualité. Justement, plusieurs études d'épidémiologie soulignent la part significative d'adolescents et de jeunes adultes qui présentent une souffrance liée au sommeil. On peut citer une enquête de la SMEREP qui a posé le constat suivant. 60% des étudiants du supérieur et 50% des lycéens déclarent souffrir de troubles du sommeil et surtout d'insomnie. De même, l'enquête de l'INSV, Institut national du sommeil et de la vigilance, a apporté des chiffres significatifs comme le fait que 88% des jeunes, l'échantillon était âgé de 15 à 24 ans, manquent de sommeil. Puis, en 2019, un rapport de Santé publique France a montré un déclin majeur du temps de sommeil. Celui-ci passait pour la première fois en dessous de 7 heures. Aujourd'hui, alors, il est question de santé publique quand on parle des troubles du sommeil et de l'insomnie, à la fois pour ces données épidémiologiques majeures, mais aussi par rapport à la consommation médicamenteuse et aux dépenses sanitaires que cela engendre. Également, et c'est important, pour les conséquences métaboliques significatives de ces désorganisations. En effet, à long terme, les risques de l'insomnie pour la santé physiologique, métabolique, coronarienne et thymique sont importants, et ceci des effets secondaires diurnes à court terme au niveau des symptômes corporels, sociaux et cognitifs. L'insomnie, qui peut-être est une autre tête d'hydre au masochisme, est un trouble du sommeil qui s'habille d'une apparente simplicité. Ce qui caractérise l'alternance veille-sommeil et ses pathologies associées semblent être des sujets maîtrisés par la médecine, la neurologie et l'hypnologie, surtout avec les avancées contemporaines en techniques préventives, exploratoires et diagnostiques. Pour autant, on peut dire qu'elle conserve encore et toujours son lot d'impasses, notamment sur l'étiologie multifactorielle de ces troubles et leur prise en charge. En effet, alors que le sujet semble saturé, la clinique avec l'adolescent insomniaque reste difficile, peu consulte leur médecin ou un psychothérapeute et elle est marquée par des symptômes durables et solides, par de la résistance et par une communauté scientifique à bout de souffle. C'est Zahra de Saint-Hilaire qui a été la première à constater l'échec des thérapeutiques et la persistance des insomnies au-delà de ces traitements, qu'ils soient pharmacologiques ou non. Et d'ailleurs, nous sommes sur le podium au niveau mondial des consommateurs de sédatifs et d'hypnotiques. Il y a un autre problème responsable de cette impasse. Alors que l'insomnie dans l'organisation adolescente devrait toujours inviter le clinicien à un examen sérieux, elle est pourtant trop souvent hâtivement présentée comme une conséquence attendue des écrans, des remaniements propres à cette période de la vie, ou encore d'une supposée psychopathologie plus large. Ces constats doivent nous pousser à étudier l'organisation insomniaque dans sa subjectivité. Quelle est la responsabilité de l'adolescent dans son insomnie ou dans sa chronicisation ? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter le cas de Lucas, un patient donc adolescent que j'ai reçu en psychothérapie de manière hebdomadaire de ses 12 ans à ses 17 ans. C'est lui qui avait initié la prise de rendez-vous. Au départ, il souffrait de ruminations importantes et d'angoisses venant impacter sa vie quotidienne par des symptômes corporels et des conflits avec ses proches. Je le cite. « À cause de l'angoisse, je suis soumis face aux autres. J'essaye de lutter avec mes pensées, mais j'y arrive pas. J'ai toujours un feu d'artifice en moi. J'ai peur de mon image, elle est insupportable. Quand on m'insulte, j'ai envie de me cacher. Ma mère ne me laisse pas grandir. » Pendant les 3 premières années de sa psychothérapie individuelle,
Celle-ci était marquée par beaucoup d'assiduité et de régularité, 2 à 3 fois par semaine. Et Lucas tentait de trouver l'objet de sa souffrance. Si un des points de départ semblait pour lui une identification par les autres à une place d'intello et d'homo, identification qu'il récusait et qu'il vivait comme des accusations, quelque chose lui échappait, et ce manque alimentait son désir d'en savoir davantage sur lui-même. La cure avançait, mais ses angoisses ne désemplissaient guère, et il semblait même qu'il trouvait un bénéfice à celle-ci et qu'il puisse en tirer une certaine jouissance. Je cite, « J'ai peur que mon angoisse disparaisse parce qu'en même temps je maîtrise mon corps par la pensée. Quand je pense à l'angoisse, au moins j'ai les pensées. J'ai l'impression que ces angoisses me permettent de venir ici, donc tant mieux d'une certaine manière. Je parle de plein de trucs que je n'aurais jamais pensé dire si j'avais pas ces angoisses et ces choses dans le corps. » Quelles étaient ces choses et quels étaient ces trucs autour desquels il tournait ? Un jour, alors qu'il parlait de son corps et de son image, tout en systématisant ses symptômes corporels, les éléments qu'il apportait signifiaient la possibilité d'un trouble du sommeil chronique. Maigreur constitutionnelle, crampes dans la journée, sensation de froid, vertige, irritabilité, asthénie alternant avec des moments d'excitation, des pertes de mémoire associées au sentiment de ne pas réussir à se concentrer. L'examen de son rapport au sommeil a autorisé une percée décisive dans la résolution de cette énigme, en révélant qu'il ne dormait que 4 heures par nuit, parfois 5 le week-end. Pourquoi cette insomnie chronique sévère, une insomnie plutôt d'endormissement, n'avait-elle jamais été parlée ? Ce nouvel élément a été un moment clé dans sa psychothérapie, donnant par là une forme à cette interface angoissante du psychique et du corporel, représentée par le sommeil et encore plus par l'insomnie. C'est la requalification de ce non-dit intime en un symptôme source de souffrance qui l'a autorisé par la suite à accéder puis accepter l'insupportable que cela abritait. Comme pour beaucoup d'adolescents, parler du symptôme et non des conséquences de celui-ci avait nécessité d'éprouver le cadre, sa régularité et sa confiance. Cet aveu de se dire insomniaque était donc tombé comme un fruit mûr après un certain temps de consultation, comme s'il s'agissait là d'une confidence sans précédent. De ce nouveau tressage, angoisse, corps, insomnie, la dynamique de la cure changea et les premières tempêtes pourtant habituelles à l'adolescence, apparurent. Séances manquées, retard, évitement de l'association libre, sabotage, transfert chahuté, autant de signes signifiant une vraie articulation de l'approche d'un savoir inconscient. Plus le transfert gagnait en intensité, plus la parole s'appauvrissait. La mystérieuse insomnie prenait toute la place. C'est comme s'il fallait s'assurer qu'elle reste inexplicable, qu'elle reste isolée de tout le reste, même de l'angoisse. Pour autant, après avoir effectué des examens d'usage lorsque l'on se trouve en présence de troubles du sommeil, j'avais relevé quelques paradoxes dans cette organisation insomniaque. Il se considérait du soir, comme on peut le dire, vous savez, dans le langage courant, quand on parle de son rythme circadien et de la tendance à la vespéralité, et pourtant, il adoptait des habitudes comportementales habituellement propres à ceux qui se disent du matin. Il disait que ses difficultés de sommeil étaient extrêmes, tout en affirmant ne pas s'en inquiéter et vouloir changer ni son rythme, ni son rapport veille-sommeil. Il se disait moyennement inquiet par son insomnie, tout en reconnaissant qu'elle interférait avec son fonctionnement quotidien au niveau de la fatigue éprouvée, de ses capacités en concentration et de son humeur. Dernier paradoxe, il affirmait parfois ne pas en souffrir tout en détaillant cette douloureuse lutte pour ne pas céder aux somnolences diurnes. Plus je relevais et je m'étonnais de ces paradoxes, plus il parlait de la relation fusionnelle avec sa mère et de comment il essayait de se défaire de tout le monde imaginaire qu'il avait hérité de cette proximité passée. Cette projection à se séparer était au cœur du conflit psychique. Il avait été un enfant modèle, j'utilise cette formule au sens de son utilisation dans la Revue française de psychanalyse, mais il sentait bien que sa personnalité s'orientait progressivement vers d'autres projets, d'autres plaisirs, d'autres directions. Il a parlé pendant des mois de cette tension entre ce qu'il voulait ou sentait être et le sentiment que cette projection était à l'inverse des attentes et espérances de l'imago maternel, imaginant même parfois la souffrance que cela déclencherait s'il se laissait aller à être. C'est ce choix impossible qui semblait déclencher cette fixation et cette inhibition dans l'insomnie. Dois-je culpabiliser et être puni de ne pas être authentique avec l'autre que j'aime ? Dois-je culpabiliser et être puni parce que je fais souffrir l'autre que j'aime en étant moi-même ?
Cet impossible venait mettre à mal la libre circulation des pensées agressives et sexuelles, ce qui expliquait également le refoulement et certains mécanismes de défense utilisés. Plus il résistait à être et à choisir, plus la haine gonflait. Elle était, cette haine, le résultat d'une Oedipien toujours vif, dont les fixations dans l'idéalisation objectale et dans le complexe phallique révélaient l'empêchement à franchir et dépasser les dernières étapes oedipiennes. Si le conflit était intrapsychique, il se présentifiait avant tout via l'insomnie par une expérience corporelle. En effet, Lucas faisait le témoignage d'un corps qui prend en charge le conflit, d'un corps capable de lutter contre le sommeil, réfugié dans la pensée, d'un corps qui supporte héroïquement, en après-coup, les effets journaliers de cette privation de sommeil. Il avait interprété son insomnie comme un appel à la punition en direction de ses parents. Je le cite. « Comme après m'être fait disputer, ça va mieux, et que c'est plus facile de m'endormir, au fond, je dois espérer qu'ils vont m'engueuler parce que je dors pas. C'est pour ça que je fais du bruit, que je bouge et que je me lève. Ce soulagement, c'est le soulagement de la culpabilité. L'intérêt de l'insomnie, là, était double. Celui de convoquer l'objet pour qu'il puisse venir punir, et aussi l'assurance que s'il ne venait pas, il y aurait tout de même punition, celle du quotidien et de l'énergie à dépenser pour fonctionner ou supporter cette supposée dette de sommeil. Et je dis supposée, parce que la dette de sommeil, ça n'existe pas, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Dans tous les cas, l'insomnie restait érigée comme un phallus imaginaire capable d'accorder de la jouissance, et nous comprenons alors le masochisme à l'œuvre dans la présence du trouble du sommeil, mais aussi pourquoi il est si difficile de s'en séparer. Le tressage angoisse, corps, insomnie évoqué tout à l'heure a donc révélé le vrai tressage, objet, culpabilité, punition. Il ne faut donc pas se laisser leurrer par ce que donnent à voir les troubles qui touchent le sommeil. Si la régression passive est évitée solidement dans la plupart de ces troubles, c'est pour mieux investir la régression anale. Au niveau objectal et libidinal, avec la présence de fantasmes sadiques qui touchent en priorité les objets les plus investis par l'amour, et au niveau topique, avec la substitution de l'acte par la pensée. Cependant, l'insomniaque ne s'arrête pas là. La culpabilité provoque une poussée tellement forte que l'emprise et la maîtrise de soi-même autorisent ce rapport si particulier au corps via l'insomnie. Une insomnie comme un passage à l'acte auto-agressif qui ne s'assume pas comme tel, se déguisant plutôt du fantasme de toute puissance de la pensée et d'une dimension phallique pouvant expliquer son interprétation fréquente du côté du symptôme psychique. C'est une proposition que ça pourrait être aussi parfois un symptôme corporel. Je n'ai pas besoin de dormir, disait Lucas par exemple, mes forces semblent inépuisables car j'arrive à fonctionner la journée. Nous savons que le temps adolescent est un temps qui nécessite de s'éprouver vivant pour s'approprier un monde à soi et pour soutenir les processus d'individuation et de subjectivation. Pour finir ma présentation de Lucas, je souhaiterais préciser qu'au-delà de soulager une culpabilité et de répondre aux besoins de punition, la fonction de son insomnie n'était pas exclusivement objectale et oedipienne, mais elle servait aussi d'autres intérêts, on pourra y revenir si vous voulez en discussion. Avant de conclure, je souhaite vous proposer mon hypothèse explicative de l'échec actuel de thérapeutique, pharmacologique et d'aide psychothérapie dans le traitement des troubles du sommeil. La victimisation du patient, la négation de sa responsabilité et des fonctions du symptôme, la perpétuation de soins qui alimentent la symptomatologie et l'organisation pathologique du sommeil, du rapport vers sommeil. En effet, la prise en charge de l'insomnie a souffert jusqu'à peu d'un effet de mode de la recherche en physiopathologie, science qui, comme vous le savez, se fonde beaucoup sur une médecine basée sur des preuves, une médecine apodictique propre à convaincre. Nous le savons, cet effet de mode a pour conséquence de réduire toute la complexité d'un champ d'une connaissance à quelques stéréotypies, comme cette histoire de dette de sommeil par exemple, servant ensuite à guider les productions scientifiques, voire les soins. Les autres conséquences de cet effet de mode sont l'appauvrissement des sciences, les échecs thérapeutiques et une illusion de simplicité. Nous en revenons donc au constat présenté au début de mon intervention. Les recommandations en matière thérapeutique des hautes autorités de santé, les HS, étaient jusqu'à peu majoritairement orientées vers les TCC,
Ces pratiques, associées à la relaxation et aux autres dérivés des théories de la mindfulness, proposent de restructurer les comportements et les rythmes. C'est les techniques rééducation des comportements, utilisation des synchroniseurs, contrôle du stimulus. Ils proposent de réduire le temps au lit, c'est la technique flash, de modifier les cognitions, c'est l'analyse fonctionnelle et stratégique, ou l'utilisation de techniques alternatives, biofeedback, hypnose, acupuncture. En effet, dans l'histoire, c'est en considérant uniquement l'insomnie comme un discours lié à la plainte et en l'isolant de la subjectivité du patient que les TCC ont progressivement été mises en première ligne des traitements non médicamenteux. C'est de cette isolation que la prescription de 8 à 10 séances réalisées avec une infirmière s'est justifiée et qu'on a laissé entendre que l'insomniaque était toujours le même, que l'insomnie était un symptôme cerné et cernable, quand en réalité, le seul trait commun aux patients était l'existence d'une souffrance psychique. D'ailleurs, c'est pour cela que depuis 3 ou 4 ans, les recommandations thérapeutiques des autorités de santé changent pour inclure de nouveau la psychanalyse ou les psychothérapies avec psychanalystes. C'est aussi parce que les scientifiques ont pointé les dérives et les instrumentalisations dans un marché du lâcher-prise très lucratif car alléchant au niveau commercial. Certaines grandes revues que vous devez connaître, comme PLOS ONE, depuis 2019, ont même retiré des études concluant à l'efficacité de ces techniques, après avoir découvert des liens et conflits d'intérêts associés à des erreurs et ou à des modifications méthodologiques. Une méta-analyse publiée en 2014 par Goyal et ses collaborateurs dans le JAMA, qui est le journal de l'Association de médecine américaine, a indiqué que ces techniques ne présentaient aucun effet significatif sur les troubles du sommeil. Une autre recherche, portant sur les travaux publiés par 11 revues, indiquait un manque de preuves et d'efficacité des protocoles. Et je terminerai avec ce dernier exemple. En 2017, l'analyse de 26 revues systématiques concluait que les programmes basés sur l'utilisation de la mindfulness et certaines thérapies cognitives et comportementales n'avaient aucun effet sur les symptomatologies corporelles, même s'ils pouvaient aider à très court terme à en supporter les effets secondaires. On comprend pourquoi. Avancer que la détente physique est facile pour les patients insomniaques, c'est-à-dire faites de la méditation, etc., du yoga, ou alors utiliser cela comme lieu et solution de la thérapeutique, c'est nier toute l'implication inverse de ce facteur dans la clinique de l'insomnie, et surtout à l'adolescence. Il en est de même pour les prises en charge basées sur les théories pavloviennes, très organisationnelles, renforçant les mouvements de maîtrise chez des patients d'ores et déjà pris dans des fonctionnements rigides. Effectivement, tout orienté vers le lâcher-prise et la non-maîtrise, ou à l'inverse vers le contrôle du stimulus et l'analyse, il semblerait que ces techniques puissent en réalité répéter et perpétuer toute la difficulté dans laquelle se trouvent les patients au moment de devoir dormir. Une impossibilité pour se positionner sur des activités, passivité, maîtrise, régression, pensée, rêver, généralement par angoisse. Pour conclure cette fois-ci, je dirais que les psychanalystes ne doivent pas abandonner la recherche scientifique. Ils sont essentiels pour réinterroger les idées en sciences, les idées reçues en sciences, les définitions, la psychodynamique à l'œuvre dans les symptomatologies. Ils sont aussi essentiels pour la compréhension des psychopathologies des souffrances humaines. En me basant sur les travaux malheureusement oubliés de Paul Glowinski et d'Arthur Spillman, je rappellerai que les médecins et les neuroscientifiques peuvent proposer des explications sur les facteurs qui prédisposent un symptôme. Ils peuvent aussi supposer des facteurs de déclenchement et proposer des prises en charge. Cependant, lorsqu'il y a échec thérapeutique ou chronicisation, seuls les psychanalystes peuvent explorer les facteurs de maintien d'un trouble. Derrière ces facteurs de maintien, il y a bien souvent le masochisme. Merci.